Bonsoir. Sur Wikipédia, on le présente comme le fils d'une sage femme camerounaise, proche de l'ancienne première dame, du temps où l'actuel président de la République était Premier ministre. L'homme est également connu pour avoir longtemps flirté avec la presse. Ancien patron de presse, il a travaillé avec quelques noms bien connus du monde des médias. Habitué des plateaux télé et studios radio, le public l'aime pour son franc-parler, un public à qui il manquera pendant 2 ans, temps durant lequel il purgeait une peine à la prison de Kondengui, c'est à Yaoundé. Sorti le 3 juin 2021, l'homme a laissé entendre qu'il réduirait désormais ses passages dans les médias. La prison rend sage, commenteront certains. Homme politique, il envisage de se présenter à l'élection présidentielle de 2025. Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain, est sur le fauteuil rouge ce soir. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui dis bonsoir à tout le public de votre émission Entretien. Je voulais dire bonsoir aussi à toute la Dream Team. Je voulais dire le monde entier qui va nous suivre. J'espère que je serai à la hauteur. Comme je vous avais dit, c'était l'exclusivité. J'accorde une deuxième exclusivité à STV. Merci. Voilà. Alors, est-ce que la présentation qui a été faite de vous, est-ce qu'elle vous arrange? Ça m'arrange que sur le plan académique, on n'en parle jamais. Oui. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Non. On parle que beaucoup plus. J'ai constaté quelque chose, les journalistes parlent que de la paternité, de l'arbre généalogique, de mes tendances présidentielles, de la famille présidentielle, je ne sais pas. Et vous avez totalement raison, même si votre paternité, qui est votre père, ça laisse quand même songeur. Non, non, pas du tout, ça ne laisse pas songeur. Pour une fois, si je suis allé faire 24 mois à la prison centrale, s'il y avait des plaintes, et si le président de la République, en tant que chef d'État, est d'abord un citoyen, il avait le droit de défaire cela en disant « moi je ne connais pas ce monsieur ». Ça dure, ça fait plus de 20 ans. En fait, vous dites qu'il ne dit rien consent finalement. Non, c'est pas ce que je dis. Je ne discute rien avec personne. Mon père, il est là, il est légitime. Il est où d'ailleurs? Il est en Europe, il n'est pas encore mort. C'est Facebook qui le tue souvent et il se réveille souvent par WhatsApp. Ah, quand vous dites qu'il se réveille par WhatsApp, qu'est-ce que ça veut dire WhatsApp, concrètement? ça veut dire que le matin, il est mort par Facebook. Oui. Et WhatsApp, il est ressuscité par WhatsApp. Voilà, donc c'est un peu ça. Et je trouve ça un peu phénoménal. Parce que je ne comprends pas si les médias sont devenus maintenant un treuil qui met en émoi, qui tue les médias sociaux ou bien les médias traditionnels? Non, traditionnels et sociaux. Parce que moi, j'ai vu des journaux. J'ai vu même des débats politiques avec des hommes politiques, je voulais tantôt dire, qui peuvent connaître la mesure à un moment de dire non, oui, si ça existe. Qu'est-ce qu'on gagne de dire que M. Paul Biya est mort? Est-ce qu'on veut fêter ses obsèques? Moi, je continue à attendre encore ses obsèques officielles. Est-ce que vous avez échangé avec le président de la République depuis les derniers événements de Genève? Avec la brigade anti-Sardina? C'est une curiosité, je préfère garder m'abstenir. Je vous ai dit, je ne dis plus rien en ce qui concerne ma famille et moi. Mais maintenant, si vous me posez la question, si je sais ce qui se passe à Genève, j'ai des lignes droites. Alors, pourquoi est-ce que vous choisissez de ne plus rien dire? Parce que vous le dites, ça fait 20 ans quand même que ça dure. Et puis, 2 ans, vous allez en Kondengui, vous sortez et vous prenez la décision de ne plus jamais rien dire sur votre famille. Non. D'où est-ce qu'elle vient, cette décision? En fait, pour moi, ce n'est pas un débat. Qu'est-ce qui la motive? La motivation vient de ce qu'un plaisanciable a quand même sa vie privée. Je ne veux pas venir vous raconter les dessous de ma famille. Mais qui est quand même un homme public. Oui, un homme public qui a une vie privée. J'ai droit quand même de défendre l'image de ma famille. Les querelles, ça existe dans toutes les familles. Je n'ai pas dit qu'il y en a, parce que notre famille se porte mieux. Et l'Église est ce qu'on appelle la fenêtre de notre vie. Beaucoup de gens ne le savent pas, c'est une famille pieuse. Mais vous êtes un homme politique depuis 2013. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est en 2021 que vous décidez de ne plus parler du chef de l'État comme étant votre père? Qu'est-ce qui motive foncièrement cette décision? Non, je ne vous dis pas qu'il n'est pas mon père, je le répète. Même devant la justice, devant les tribunaux, devant les magistrats, je l'ai dit, devant une audition paramétrée dans un poste de police, récemment pour mon affaire, j'ai toujours dit. Pourquoi ça gêne? Mais je ne comprends pas. Quel est cet entêtement? Est-ce que c'est ça qui va faire que je gagne les élections de 2025 pendant que moi je les prépare depuis 2013? Moi, je serai chef d'État dans ce pays.
Personne ne peut me défaire de cela. Je connais le Sur pays. quoi repose votre certitude? Pour l'expertise. Ça fait 34 ans que je me bats pour ce pays. J'ai fait la presse. Je suis un opérateur économique. J'ai une diversité pluraliste en ce qui concerne ma profession. Je suis même un homme qui est lié à la socialisation. Pour que les gens ne le savent pas. Donc, ça veut dire que sur le plan international et national, je sais de quoi je parle. Et c'est normal que quelqu'un de ma génération, qui est 50 ans, révolu aujourd'hui, puisse prester. On a vu le président Obama, à quel âge il a été aux affaires. Est-ce que je fais peur? La deuxième chose, ma motivation, c'est que je maîtrise. Je sais de quoi je parle. Une expression que vous affectionnez particulièrement, je Non, maîtrise. Oui, je maîtrise parce que quand je le dis, c'est parce que ceux qui sont en face de moi aujourd'hui, qui ont un profil politique que je respecte, et qui peuvent parfois être des opportunistes de bas vert, ça veut dire, je vous l'ai dit simplement, les endimanchés politiques, j'ai beaucoup... Un exemple, par exemple? Un exemple, pardon? Non, 1%, 2%, 3%, vous pouvez chercher dans le tas. Oui, mais Il y a des présidents de partis politiques qui sont comme ça, qui sont définis par leur entreprise politique, par des pourcentages que j'appelle des rêves. Parce que c'est du jamais vu. Moi, j'ai vu en Afrique de l'Ouest, les plus petits partis n'ont pas eu 1, 2, 3% pour aller homologuer des discussions publiques. On a gagné, l'autre n'a pas gagné. Mais vous dites 1%, 2%, 3%, mais pour le chef de l'État, en 2018, il y a quand même seulement, je crois, 3 millions de personnes et quelques qui ont voté pour lui. Je veux dire, sur une population électorale qui oscille entre 10 et 11 millions. Bon, vous me direz également que les 10 et 11 millions ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Ouais. Mais, je veux dire, on a 7 millions de Camerounais qui se sont rendus aux urnes en octobre 2018, mais seulement 3% ont voté pour le chef de l'État. Donc, quand vous dites 1% pour les autres acteurs politiques, 2%, on pourrait facilement ranger le chef de l'État également. C'est bien comme vous quantifiez sur 3 millions et vous sous-évaluez la valeur disons, de 3 millions de personnes qui peuvent voter pour un seul candidat et les moins-values de 1%, vous trouvez qu'ils ont eu le courage. Je veux bien savoir, ça ne se passe qu'au Cameroun. La politique, c'est pas l'aventure. Vous pensez qu'ils ont démérité? Non, je pense qu'ils sont à la recherche de lucre. La politique ne se fait pas comme ça. La politique, c'est toute une entreprise. La politique, c'est le savoir-faire. La politique, c'est se préparer et apporter quelque chose dans une collectivité précise, un environnement précis, parce que nous sommes dans l'arène politique, par exemple. Aujourd'hui, nous avons vécu deux régimes. Moi, j'ai vécu deux régimes, ça veut dire que le régime Aïdjo, et j'ai vu aujourd'hui le régime Biya. C'est normal qu'on puisse se définir par rapport à la numérique aujourd'hui, parce que le temps de Biya, c'est la numérique. Hier, ce n'était pas ça. C'était la mécanique. Alors, comment aujourd'hui quelqu'un peut se faire prévaloir en disant non, il y a un boulot en face, on m'empêche d'avoir les militants, je ne suis pas à même d'aller divertir la population dans un coin, dans un quartier. Je commence à me poser des questions. Et depuis un temps, il y a de la tricherie dans l'arène politique. Et je suis ferme dessus, je dis, ça ne fait pas langue, ça ne fait pas bonne place pour la jeunesse. Parce que nous avons vu, en 90, à l'avènement du multipartisme, j'étais où je suis, parce que quand j'étais, c'est comme si j'étais mort. Je suis un témoin, un acteur. Un acteur. Un acteur politique de première heure. Ça veut dire que les premières cartes, par exemple du SDF, je peux vous dire, ça s'est créé en Komkana, dans un quartier à Yaoundé. Et que les premiers militants pouvaient être des hommes de barreau, ou bien des personnes avérées importantes par rapport à leur statut. Parce que quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous ne pouvez pas conquérir, vous ne pouvez pas battre campagne et vous gagner une élection. N'oubliez pas l'africanisation, l'esprit bantou.
Est-ce qu'en 90, vous militiez déjà dans une formation politique? Oui, je militais, j'étais sympathisant. Nous avions à l'époque l'association des sympathisants du RDPC. D'accord, Et la domiciliation était à Genève, d'accord. avec un paramètre bien destiné. À l'époque, c'était le père Ndouma, qui était aux affaires, comme secrétaire général. Alors, qu'est-ce qui crée la rupture? Qu'est-ce qui vous pousse à créer votre propre formation politique, qui d'ailleurs, je le rappelle, a été légalisée en 2013, en avril 2013, si je ne me trompe pas. Ouais. Oui, mais c'est parce que, dans ma tête, il faut apporter quelque chose de nouveau dans le milieu politique. L'icône, c'est Paul Biya. Et je me dis, on va confondre l'enfant à la place de l'homme politique. Et je me dis, c'est pas normal. Il faut que je puisse prendre mon destin en main. Et par la bénédiction de mon père, légitime, biologique, Paul Biya, j'ai cette bénédiction. Donc, en fait, vous entrez en politique uniquement, enfin, vous créez votre parti politique uniquement pour qu'on ne vous associe plus politiquement au chef de l'État? Parce que le RDPC, c'est une entreprise, je respecte. Ils ont leur avis, ils ont leur symbiose, ils savent pourquoi ils posent un certain nombre d'actes. Mais moi, je suis ce qu'on appelle une expertise qui doit apporter quelque chose de nouveau. Parce que les années 90, c'était les années de Blaise. Là, si M. Paul Biya n'avait pas eu le courage de se prononcer à travers le multipartisme, les gens ne parleront pas aujourd'hui. Parce que c'était l'époque de la dictature vers une certaine démocratie. Est-ce qu'il ne l'a pas fait parce que la rue a suffisamment grondé, la rue a grondé fort? Je veux dire, est-ce que le chef de l'État était en position de ne pas céder à ce moment-là, en 1990? Non, il ne pouvait pas, il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. C'est simplement quelqu'un qui vit en avance du temps. Parce que j'ai l'impression qu'il est plus avancé. Parce que le vent démocratique, ce n'était pas qu'au Cameroun. Non, ce n'était pas. C'était les horizons. Ça veut dire que les gens pensaient. Mais pour implanter la démocratie, il faut la faire parce qu'on est préparé, parce qu'on veut la faire dans son pays. Et la faire entendre, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit exécutoire. Bon, le problème maintenant, si M. Paul Biya entrait dans le leitmotiv de certains pays qui nous mitoyens, je ne voulais pas les citer, ici, on n'en serait pas là. Puisqu'il y a eu même des marches dans son propre parti politique où les gens ont dit non, non au multiparti, il a dit non. Préparez-vous pour la concurrence. Et tout le monde l'a vu. Il est allé même plus loin. Il a organisé des forums à travers son parti pour leur dire la concurrence s'impose. D'accord? Les gens ont cru que c'était une histoire il était motivé par un certain comportement de peur. Ce n'était pas la peur. Parce que la démocratie, en fait, elle a droit de citer. Nos aïeux se sont battus. C'est la continuité d'une histoire. La démocratie, ce n'est pas en 90 seulement. Elle est là, elle existe avant les années 90. Qu'est-ce qui lui manque à la démocratie camerounaise, si je vous posais la question? Oui, les acteurs sont inopérants. Ça veut dire que les gens croient beaucoup plus aux petits amis. Quels acteurs? Les acteurs d'en face, les acteurs de l'opposition, les acteurs du pouvoir? Les acteurs de l'opposition et certains acteurs qui ne sont pas, qui sont des malvoyants, qui ne savent pas ce que leur président national leur demande. Parce que quand vous regardez le socle du renouveau, à travers par exemple le libéralisme communautaire, pour ne pas le citer, vous voyez que le président national du RDPC, moi je ne parle pas du RDPC parce que je suis président d'un parti, mais je voulais donner seulement quelques grandes orientations pour dire que si Paul Biya leur a donné ça comme le socle, la continuité, la motivation, pour qu'ils comprennent que le RDP c'est une entreprise politique. Et certaines personnes ont pris ça comme si c'était une histoire d'une réunion qui s'était passée à Baminda. Et puis les gens ont dit, bon, on change aujourd'hui, bon, paix à son âme,
le président Ahidjo n'est plus là et on va donner à son successeur. Ce n'était pas un problème de succession. Parce que les gens ont confondu même les choses. Il a commencé à dire, il n'y aura pas de succession. Il n'y aura pas. Parce que les gens parlent de succession en 2021. Mais le Cameroun est un pays terrible. Et c'est la presse et la télévision qui encouragent ça. Ah, on a lu. Il y a quelqu'un qui va dans les horizons funestes. Je ne vais pas prononcer ça ici. Leur nom, ça ne m'intéresse pas. Et on filme, on fait une vidéo. Non, 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 c'est du gré à gré. Je suis surpris par des journalistes, par le monde de la presse. Je suis surpris. Et ils encouragent ça. Moi, j'appelle ça du bluff. Une association qui n'a pas un caractère politique n'est pas une association. D'accord. Si on définit justement un parti politique comme un groupe de personnes possédant des idées politiques communes, réunies en association, qui cherchent à influencer le gouvernement en place, soit en le soutenant, soit en s'y opposant, dans quel registre est-ce qu'on range votre parti? Opposition, soutien? Dans l'alternative. L'alternative, ça veut dire quoi? Je ne viens pas faire ce que les autres n'ont pas commencé à faire. Je crois en ce que le feu Ahidjo, paix à son âme, président en son temps, il a commencé quelque part. Ça s'est enclenché avec Paul Biya. Et je crois qu'ils ont fait leur temps. Et quand le train sifflera, le troisième président de la République, c'est Bangola Georges Gilbert. Parce que moi, je m'accroche à l'histoire. Je ne viens pas effacer ce qu'ils ont fait. Je viens plutôt ajouter, apporter certaines améliorations. Je n'ai jamais dit que Ahidjo n'a jamais rien fait pour ce pays. Pas du tout. C'est d'ailleurs une petite parenthèse. Oui. On n'a pas beaucoup entendu le chef de l'État sur le décès de l'ancienne première dame. Elle n'a pas une famille. Vous savez combien de premières dames meurent là tous les jours dans les familles, parfois de retraite et tout. Vous pensez que quand on est première dame, on a un statut particulier? Le statut appartient à l'homme politique et à l'exécutif. La femme n'est qu'un protocole d'accompagnement. Je suis désolé. Ce n'est pas une institution. Et je le dis sur votre télévision. Que les gens arrêtent ça. Mais c'est une connerie, ça. Vous pensez que si je suis chef d'État, mon épouse, c'est elle qui est exécutive? Non, 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 c'est pas. On appelle ça des protocoles et les us diplomatiques ou politiques. Ça veut dire ceci. Elle a droit à son respect parce qu'elle accompagne l'institution. Mais elle n'est pas une institution. Vous voulez qu'un président aille chercher quoi dans un deuil d'une famille qui n'a rien à voir avec une institution étatique? Mais c'est une honte. Donc ça veut dire que tous les chefs d'État qui sont à la retraite, qui ne sont plus aux affaires, chaque fois qu'un membre de leur famille, pourquoi on peut parler de la dame, pourquoi on ne parlait pas des enfants? Parlez aussi du banc là. J'espère que quand Paul Biya ne sera pas là, hein, ou bien X ne sera pas là, on va dire que Brenda Baonla est mort. Allez donner une médaille d'honneur et c'est une institution. Mais c'est du... Moi j'appelle ça de l'ignorance. C'est grave ce que les Camerounais cultivent. Alors, le président Paul Biya devait appeler au Sénégal. Oui, monsieur le président sénégalais, voilà, il y a la première dame, ou bien l'ex-première dame du Cameroun qui est là-bas. Il a été toujours ce monsieur qui est proche des us de famille. Et rien ne vous dit, au terme de cela, qu'il n'a jamais respecté cette famille. Qu'est-ce que la fille de Ahidjo cherche dans le gouvernement? Qu'est-ce que son fils, qui a été honoré et qui a été nommé, qui gagne de l'argent et les dîmes additionnelles publiques des Camerounais? Là, vous ne voyez pas ça. Mais je ne comprends pas ce pays. Mais il faut balayer ça. Si quelqu'un vient, si vous êtes en train de modérer une émission, quelqu'un vous parle, vous dites non, elle n'est pas une institution, un point trait. Je suis désolé. Est-ce que vous pensez que la première dame actuelle peut prendre le bic et donner une institution à un ministre? C'est faux. Officiellement ou officieusement? Je dis c'est faux. Laissez-nous les histoires du quartier. Donner une instruction officiellement ou officieusement? Je dis qu'officiellement, aux fonctions, c'est vous qui connaissez. Moi, je sais que quand on est en fonction, on a une légalité républicaine, on a un mandat officiel. Alors, donc vous estimez que, alors, mes enfants vont venir donner les ordres à mes collaborateurs, le pays va devenir une histoire de famille. Et vous, au même moment, vous voulez que nous soyons une république sérieuse? Non, ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé. C'est un faux débat.
D'accord. Gilbert Baola, revenons justement à votre entrée en politique. Quelles étaient vos ambitions à ce moment-là, quand vous entrez en politique? En 2013, lorsqu'on légalise votre parti, quelles étaient vos ambitions? J'ai pensé à aller à étudier, parce qu'il y a de l'espace. L'arène politique est vide. En ce moment-ci, quand vous faites une analyse, le RDPC, foncièrement, est le seul parti qui occupe tout. Les autres grignotent dans les Facebook. Ils font des bagarres de rue, des querelles d'infamie. Bon, voilà, donc, ça perd du temps. En ce moment-ci, si on dit qu'on organise les élections dans un mois, vous savez quel est le parti qui sera concurrentiel aujourd'hui au RDPC? C'est le Parti républicain. Et justement, vous avez déjà participé à combien d'élections depuis 2013 où le parti a été légalisé? Nous avons refusé même d'aller aux élections parce que je savais que ces élections étaient gagnées d'office. Parce que les préparatifs en face du parti au pouvoir, à l'époque, les dernières élections présidentielles, j'ai refusé, j'ai dit non. Et je n'ai pas pensé seul. Hein. C'est toute une commission de notre parti. On a fait une analyse, on a vu le pour et le contre, on a dit on ne va pas aller chercher 2%, c'est pas bon. Il n'y a pas eu que 2018 pourtant. Il y a eu les élections couplées du 30 septembre 2013, si je ne me trompe pas. Je veux dire, il y a eu des élections entre-temps. Vous n'avez participé à aucune, ça fait Est-ce que vous savez que votre parti est légalisé? Notre parti a été légalisé au mois de mai 2013. Nous n'avons rien inventé. Vous pouvez aller voir dans les images. Hein. Bon, c'est vrai que sur le site du MINAT, on parle je crois, du 15 avril 2013, oui, sur le site du ministère de l'administration territoriale. Quand est-ce qu'on nous a notifié le document? Et la période de notification, nous on a été notifié au mois de mai, je vous le dis, et je crois 7 ou 8 jours avant, le 20 mai 2013, je vous invite à aller dans YouTube et voir ce que nous avons fait dans le boulevard du 20 mai. Et ça a même créé un handicap. Où on a dit tous les partis qui ne sont pas à l'Assemblée, désormais, ne doivent plus défiler. Et à moi de venir vers le préfet, lui dire, bon, écoute, j'ai l'impression que vous voulez créer quelque chose de particulier. Nous avons eu 76 carrés. On a enlevé les carrés, la préfecture, avec leur, je ne sais pas, ils appellent des moniteurs. On a dit, mais non, mais ils disent non, nous ne voulons pas. 73 carrés. Et on était bien habillés en plus. Hein. D'accord. Donc, voilà. vous êtes présent lors des défilés, mais ça ne répond toujours pas à la question. Ouais. Et les élections, je veux dire, le reproche que vous faites aux partis politiques qui sont présents, notamment sur les réseaux sociaux, on peut vous le faire également. Vous êtes présent lors des défilés, mais qu'en est-il des élections? Parce que c'est là où tout se joue finalement. Mais je vous dis que nous, l'opportunité pour nous doit être d'abord étudiée, d'abord d'avance. Il faut une bonne cagnotte. Nous ne voulons pas aller faire de la mendicité politique. Je ne suis pas dur. Moi, je ne vais pas faire les calligraphes pandémiques pour que je puisse avoir grappiller quelques sous à travers une certaine pandémie, ou bien aller faire ce qu'on appelle le mea culpa pour dire la socialisation, prendre des régimes de plantain et de macabo, mettre dans ma voiture et dire que c'était la contribution de ceux qui veulent qu'on aille aux élections. Suivant mon regard, je ne veux pas citer les gens, vous comprenez, non? Donc chacun va se reconnaître. Le parti républicain est préparé. Nous, on va aux prochaines élections. On a une cagnotte déjà de près de 4,5 milliards. Oui, oui. Des contributions, contributions des membres. Nous ne sommes pas des gens qui sont des aventuriers. D'ailleurs, combien de militants compte le Parti républicain? Nous avons plus aujourd'hui, là. Depuis que nous avons lancé en 2013, la première cure que nous avons eu les 6 mois après, nous sommes à plus de 3 millions de personnes. Hein. Nous ne voulons pas exposer les gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des partis... Des sympathisants ou des militants? Nous ne sommes pas des... je dis, reconnu officiellement, la diaspora, c'est notre affaire. Vous comprenez? Le Parti républicain a plaidé la cause pour qu'on puisse voter en diaspora. Le président de la République, en exercice, le sait. Paul Biya le sait. C'est nous qui avons plaidé cette cause. On n'est jamais venu dire aux gens, nous attendons qu'on nous fasse des aumônes. On n'est pas allé voir dans les plateaux pour nous dire, nous avons fait ceci. Nous avons fait un travail de fond. Le travail de fond, c'est quoi? C'est que nous sensibilisons, nous sommes sur le terrain. Nous, on ne fait pas du bruit. En ce moment-ci, nous avons des représentants dans le nord et le sud-ouest. Vous voulez que je lise le nom? Non, c'est vous. J'en ai.
Je ne veux pas. D'accord. Et les 3 millions de militants du Parti républicain, ils sont Plus, déjà j'ai dit plus. plus de 3 millions. Plus. Ils sont inscrits sur les listes électorales? Ils sont inscrits. Nous, on ne s'inscrit pas en faisant du boucan. D'accord. On ne dit pas je veux 15 millions de personnes. Non. On pose des actes. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que sur les 6 millions, parce que les derniers chiffres d'Elections Cameroun parlaient de 6 millions de Camerounais, 6 millions et poussière bien sûr de Camerounais inscrits sur les listes électorales, ça veut dire que sur les 6 millions que présente Elections Cameroun, 3 millions en fait ce sont les militants du Parti républicain. Vous ne croyez pas en ça? Même le président de la République, Paul Biya, est républicain. Même dans ses discours, il le dit. Hein. Je ne sais pas si je me trompe. Il est républicain ou il est militant du Parti républicain? républicain? Il dit qu'il est républicain, il dit soyez républicain. C'est pas moi qui le dis. Non, je veux dire, il est militant également du Parti républicain. Mais quand quelqu'un dit qu'il est républicain, ça va de soi. Demain, s'il nous dit je serai dans votre conseil de sages, pourquoi pas? Les portes sont ouvertes. Nous ne sommes pas là pour chasser les gens. Hein. Si vous venez du SDF, vous venez nous apporter quelque chose, on dit on appuie, qui fait ce qu'on appelle la mouvance politique. Nous, on est d'accord avec. Et nous ne sommes pas là pour vendre des mèches. Mais nous sommes là pour bâtir. Et bâtir, ça prend du temps. Vous êtes implanté dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Qu'est-ce qu'il en est des autres régions? Non, mais je ne voulais pas donner les noms ici pour ne pas rendre les gens jaloux. C'est un peu ça. Je peux vous dire qu'en prison, où j'étais, la diaspora, à 90%, m'a défendu. Mais ici, là, sur le plan local, on disait c'est le fils de Paul Biya. Là, j'étais le fils de Paul Biya. En prison? Oui, là j'étais le fils de Paul Biya, mais je suis allé en prison parce que Paul Biya était mort. Parce que quand on m'a posé la première question, Monsieur Baola, votre père, comme il n'est pas là, maintenant, qui va vous sortir de là? Un certain directeur de la PJ. J'ai ça sur mes auditions. J'ai ça. Deuxième question. Vous pensez que ceux qui vont prendre les affaires, qui vont être aux affaires, c'est eux qui vont vous sortir de là? Je ne veux pas donner le nom de certaines personnes et certaines personnalités qui m'ont adressé même beaucoup d'encouragement. Ton père n'est plus là, calme-toi en prison. La prison, tu sais, il faut te calmer. Quand les autres seront aux affaires, ça va marcher. Il y a ta jeune mère, Chantal Biya, qui est très très malade. Elle a telle maladie. Il y a Brenda qui est devenue folle. Il y a Junior qui ne parle même plus. On ne parle pas des autres. On parle que de Baola, Junior, Brenda, Paul Biya, Chantal. Et comment ils vont justement Brenda... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi quand c'est mauvais, les tirs sont seulement répercutés sur ces personnes que j'ai citées? Pourquoi quand c'est bon, on commence à chercher dans, on dit l'autre est né, l'autre est le cousin, il est forcément avec tel. Pourquoi est-ce que le président Baola n'aime pas voir la famille? Donnez-moi le nom d'un seul enfant de Paul Biya, en dehors de Brenda, qui me suit, puis qui plaide la cause de son père. Donnez. Donc, vous aimez votre père seulement quand il vous donne des accords de facilité, vous mangez des fromages, vous hallucinez les gens, vous hallucinez les caisses de l'État, vous brisez l'avenir des caisses, donc je vous l'ai dit, l'avenir des jeunes, parce que ce n'est pas des cas écoles et des bons exemples. Mais un matin, vous dites que non, je suis héritier. Vous faites des posters à travers les tables de repas. Mais quand c'est mauvais maintenant, là, moi, j'ai commencé ce combat depuis belle lurette. Est-ce que c'est un reproche que vous faites à Franck Biya? Non, je vous ai dit que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous voulez nous lier toujours? Tous les débats tournent. Est-ce que, mais si les gens se reconnaissent, que chacun vient se prononcer, je suis président du Parti républicain, je m'appelle Baola Georges Gilbert. Il y a des mouvements qui naissent, qui n'ont même pas la raison d'être. Les trucs lunatiques, on écrit dans Facebook. Mouvement franquiste. Bon, demain matin, je veux dire à mon particulier qu'il a écrit aussi mouvement Baola. Parce que je ne comprends pas. Alors, donc vous pensez qu'un enfant légal, légitime, vous pouvez voir votre père dans les problèmes? Même par intime conviction. C'est votre père. Alors, vous restez tranquille. Vous attendez le lucre. Quand c'est pour bénéficier des armoiries de la République, oui, c'est mon père.
Quand le père se retrouve au chevauché des histoires de tomates dans les restaurants UP du côté de la diaspora, vous regardez de loin, vous êtes à l'intérieur, on fait je voulais dire, le festival permanent à ton père, on lui reproche de ne pas gérer bien le pays. Pendant ce temps-là, la commission de liquidation, je voulais dire, la commission de liquidation peut reconnaître que le père n'était pas chez Camtel pour vendre Camtel. Vous me regardez pourquoi? Bon, voilà, donc on a fait un petit tour chez Camtel, quand ce n'était pas Camtel. Heureusement, le PCA met la main et vous dit non, vous laissez-nous tranquille quand même. Hein. C'est pas à vous de nous dire. Nous savons quand même, on connaît que c'est une institution qui gère quand même ce pays. Quand ce n'est pas ça, c'est la boiserie qui est finie. Les gens payent quand ce n'est pas un camionneur, c'est les crédits qu'on ne paye pas. Oui, mais c'est quoi cette histoire-là? Moi, j'ai tiré une conclusion. Laquelle? Dans ce contexte-là, qu'on nous laisse tranquille. Paul Biya connaît ses enfants et les enfants de Paul Biya le connaissent. Mais il s'en est pas plaint, le chef de l'État. Je veux dire, du moins officiellement, de ce que nous, hors du palais, nous avons comme information, le chef de l'État ne s'en est pas plaint. De qui? C'est vous qui connaissez de qui? Non, je ne sais pas. Moi, je vous parle des raisons pour lesquelles j'interviens en tant que fils. Ça veut dire le risque, c'est quoi? Que les autres fils auraient dû faire pareil. Vous savez ce qui va se passer? La succession en Afrique, c'est quoi? C'est que vous dites que vous êtes avec lui. Le lendemain, les Camerounais vont faire des cadeaux. Les gens disent des choses. Oui, oui, monsieur Barola, c'est bien. Mais si le président n'est pas là demain, je suis la deuxième personne. La preuve en est que je suis le seul enfant qui est allé en prison plus d'une fois. Hein, parce que je défends une cause. Je dis non. Même si mon père a posé des actes, il a droit à la vie. Il a droit à la vie. Mais monsieur Gilbert Barola, les motifs qui étaient contenus dans la plainte... C'était quoi? Escroquerie? Oui, escroquerie et diffamation. Je veux dire, nulle part... Vous avez compris. Alors, donnez-moi le nom d'un président... Diffamation... je ne vous arrête pas. Donnez-moi le nom d'un président de parti qui est pour diffamation en prison au Cameroun. Non. Si vous avez réponse, je peux continuer. Je veux dire que ce motif-là, c'est le motif qui était public. Mais est-ce que j'étais, pendant ce temps-là... Est-ce que ce que vous voulez nous dire, c'est que c'était le motif officiel, mais qu'officieusement, vous étiez poursuivi pour autre chose? Non. J'appelle ça la course des bambins dans la forêt du roi. La course des bambins, je me répète encore, hein, la course des bambins dans la forêt du roi. La preuve en est que la forêt demeure, le roi debout, avec ses us, et les bambins portés disparus. Mais le roi a quand même laissé que celui qui prétend être son fils fasse 2 ans en prison. Non, quand vous dites pourtant... Enfin, celui qui déclare, celui qui dit. C'est lui qui dit. Je veux dire, celui qui dit. Je vais vous aider là-dedans. D'accord. Est-ce que vous savez que à la déclaration d'un enfant, 6 mois, un jour après, si vous ne vous démarquez pas pour dire oui ou non, sur le plan juridique, hein, c'est légal. Vous savez ça? Donc faites attention. Les gens qui font les enfants là, et disent que non, ça fait ceci, je ne veux pas faire ceci. Ces enfants ont des droits. Hein. Est-ce que ce que vous dites, c'est que le nom du chef de l'État est contenu dans votre acte de naissance? Dans l'acte de Franck Biya, il y en a. Encore que c'est le président non, vous Gilbert Barola que je reçois cet après-midi. Je vous donne aussi des exemples clairs. Peut-être que quand j'aurai... Comment vous avez eu mon identité? Dites-moi comment vous êtes quoi? Policière? Vous êtes quoi? Quelle est la preuve que vous avez? Je vais vous dire. Je suis né... Ici, officiellement, j'ai eu un jugement supplétif. Disons 2A JS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis né quelque part, il y a eu une déclaration. Maintenant, c'est une vie de famille. Si vous voulez entrer là-dedans, vous avez le temps d'aller voir. Le président de la République ne s'est jamais plaint. Je connais Paul Biya avant la présidence de la République. Je l'ai dit. Il n'a jamais contesté. Moi, je suis très surpris. Vous voyez le président, moi, je vois mon père. Et comme un père, qu'est-ce qu'il a dit quand vous êtes allé en prison? Est-ce qu'il s'est senti déçu? Qu'est-ce qu'il a dit quand vous êtes allé en prison? Je suis dehors.
Mais quand vous étiez en Je prison. suis allé avec 75 plaintes d'escroquerie. Il y a un journal Hot News qui a pignon sur rue dans la calomnie, qui a dit que j'avais 75 plaintes. Il y avait une diffamation. Après, j'ai entendu un média, je ne sais pas, de colonnade, je ne sais pas, j'appelle ça un média de colonnade, qui écrivait, oui, voilà, M. Banla va faire plus de 2 ans en prison, il va faire 5 ans, 10 ans, il ne va pas sortir. Le cabinet civil devait se plaindre. Apparemment, le directeur du cabinet civil ne l'a pas fait jusqu'à aujourd'hui. C'est bizarre. Vous voulez, je suis un super fort. Mais vous ne me dites pas toujours quelle était la réaction. La réaction? Du chef de l'État. La réaction du chef de l'État, je suis à l'extérieur. Vous savez comment je suis sorti? Un fils qui va en Je prison. suis sorti, je vais vous dire. D'accord. Je suis sorti de prison avec aisance. Je suis gardé étant en prison. Je vous le dis et je le confirme. Vous comprenez? Laissez l'homme dans ses stratégies. Il sait pourquoi il a laissé. Il respecte la justice. Maintenant, les enfants... C'est pourquoi il a laissé son... Oui, maintenant, il a laissé faire la justice. Maintenant, d'autres qui ont leurs enfants, j'espère qu'ils vont laisser aussi de faire la justice. Parce que ces choses-là, c'est recto verso. Quand c'est de l'autre côté, il faut attendre votre tour. Je vous rappelle que je ne suis pas le premier parent de sa famille qu'on a été en justice. Je ne veux pas citer les noms ici, qui ont été même condamnés. Parents, mais pas enfants. Mais parent veut dire enfant. Vous pensez que si vous avez un neveu qui a bénéficié d'une condamnation, ce n'est pas votre enfant? Vous pensez que si vous avez une soeur qu'on a traînée en justice, qu'elle a été condamnée, ce n'est pas votre soeur? Donc, si vous estimez que c'est Baon-là qui a trop fait, je ne donnerai pas les informations ici. Allez poser des questions si je suis le seul. En fait, ce que vous dites, c'est que la famille du chef de l'État, c'est une famille habituée à avoir des mêlées avec la justice. La justice, c'est normal. Quand on va en justice, c'est parce qu'on peut vous traire en justice, ou bien vous pouvez traire en justice. Parce que nous, on aime la légalité, on aime la justice, on n'aime pas la corruption. Bon, peut-être certains qui viennent d'ailleurs, qui ont des homologations hémoglobine, avec des us que nous ne connaissons pas, ni sur le plan éducatif dans notre famille, ni sur le plan de vision d'une société, peuvent venir avec des appétits. Et ça ne nous dit rien. On les laisse faire. C'est leur problème. Quelles sont justement les relations que vous entretenez aujourd'hui avec les personnes instigatrices de la plainte qui vous a conduit à Kondengi? Mes anciens employés. Je vais vous dire quelque chose, je suis futé de vous le dire, je ne vais pas citer les noms, parce que moi, quand j'ai élevé un enfant, je n'interdis pas à cet enfant de grandir, de réussir. Pour moi, c'est une fierté. Dans la presse, s'il y a 90%, paix à son âme, paix Yahweh, nous avons fait la presse maternelle. Ça veut dire que nous avons pensé aux autres. Nous n'avons pas été égoïstes. Vous avez compris? Et nous avons pensé à une presse sérieuse. Là où on se disait, d'autres aussi ont besoin de devenir comme nous. Nous nous sommes battus pour que la presse soit libre au Cameroun. La presse est libre au Cameroun. Nous avons accepté que vous autres, les plus jeunes, vous puissiez émerger. Je suis content aujourd'hui de trouver une modératrice, une dame de votre génération qui me pose la question. Mais je ne peux pas vous amener dans l'historique. Parce que si vous parlez de la presse de 73, vous allez dire, ah, moi je n'étais pas là. 72, là. Ce serait une faute de ma part de dire que je n'étais pas là, je n'aurais pas bien fait mes devoirs. Non, justement, revenons. Alors. À quel moment est-ce que vos rapports se sont détériorés? Lesquels? Les rapports que vous avez, que vous entretenez aujourd'hui avec les personnes à la base de cette plainte. Je parle notamment d'un patron de presse bien connu dans le milieu. Patron de presse bien connu dans le milieu, oui. Qui a d'ailleurs, de ce que j'ai pu lire ci et là, qui a d'ailleurs travaillé... Vous avez lu ou vous êtes sûr de ce qu'on a dit? De ce que j'ai pu lire. Bon, je vous confirme que c'est vrai alors. Voilà, heureusement que vous êtes là pour soit confirmer, soit infirmer. Ce sont mes anciens employés, ils sont nombreux. Voilà, qui a d'ailleurs parmi lesquels lui. Mais quand est-ce que vos relations vos rapports se sont détériorés? Non. Et pourquoi? Je veux vous dire, je ne veux pas entrer dans le creuset parce que ce n'est pas un adversaire pour moi. C'est un enfant qui s'est égaré.
Je sais les qui sont derrière. S'ils ont des manches, qu'ils m'affrontent en face. Moi, je les mets en défi. Parce que dans les tout prochains jours, je suis sûr qu'il y aura le déluge. Et quand moi je fonce, je suis comme un taureau. Je laisse les traces. Mon combat n'est pas avec celui qu'on a manipulé pour porter plainte. Parce qu'on lui a fait croire à certaines choses. Lesquels? Il n'a pas la bénédiction de son père. Il n'a rien. On peut faire de lui ce qu'on veut. Mais il a été très déçu. Vous voyez? Ça veut dire que il sait aujourd'hui que l'homme qui en face parle peu, mais pose des actes. Maintenant, ceux qui sont derrière lui, j'espère qu'ils n'ont pas une génération derrière eux. Parce que quand vous posez des actes, moi j'ai des enfants, hein, je regarde toujours, je dis, si ça arrivait à mon enfant, si cela peut arriver, j'ai de la jugeote. C'est pour ça que mon plaidoyer aujourd'hui, c'est de dire, je pense que le jour où Dieu décidera que le président de la République Paul Biya n'est plus aux affaires, je pense à la famille. En fait, vous dites que vous n'avez plus de bons rapports parce qu'il est manipulé, parce que cette personne-là est manipulée. Non, je ne pense pas. C'est une fabrication, c'est le bluff. Je vais vous donner un exemple. C'est le bluff. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de la manipulation. Vous savez, si on peut me comparer à quelqu'un qui m'a nettoyé les chaussures, je dis non. Moi, je porte du Versace depuis 40 ans. J'ai fait des blim-blim dans les avions porteurs. Ça veut dire que je sais combien ça peut coûter la location d'un avion. Pas des blim-blim. Des flottes. Vous comprenez quoi? J'ai vécu mon temps. Je ne retire rien. Alors, ceux qui veulent admirer cela n'ont qu'à se tenir tranquille. Il faut travailler comme M. Baola. Vous comprenez? Je suis, par exemple, je vous le dis, j'ai été avec Patassé, j'ai été avec Koulimba. L'actuel président congolais, je le connais. Vous pensez que c'est ça qui me donne l'autorisation de faire n'importe quoi? Vous savez combien de chefs d'État je connais dans le monde? Vous ne pouvez pas imaginer. Mais je reste le même parce que je sais que je suis d'abord un être humain. J'ai peur de Dieu. Est-ce que vous vous êtes parlé depuis, je veux dire, quand est-ce que vous vous êtes parlé pour la dernière fois cordialement? Cordialement. Non, je ne parle pas avec des personnes quand l'occasion n'y s'y prête pas. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne comprends pas, si vous avez un entêtement pour comprendre, ce n'est pas un ami. Je vais vous dire la réalité. Je peux dire ça devant la télévision et devant vos caméras, ce n'est pas un ami. Mes amis, je sais là où les trouver, et mes amis, on se reconnaît. C'est un problème générationnel. D'accord? Maintenant, nous n'avons rien à faire ensemble. Je respecte le fait qu'il soit passé comme tout le reste. J'ai des gens, j'ai des employés qui sont devenus des directeurs au FECOM. J'ai au moins dans ce gouvernement, au moins 4 ministres que j'ai formés. Je ne veux pas donner les noms. 4 minimum. Alors, de ce que j'ai également pu lire, un certain nombre de personnalités étaient citées dans la plainte qui a été déposée contre vous, entre autres le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Djibril, de ce que j'ai pu lire, le ministre de la Justice, Grégoire Owona, Jacques Famendongo, le professeur également, mais aussi Franck Biya. Quelles sont vos relations avec ces personnes-là aujourd'hui? Je ne comprends pas cette histoire-là. La profession de Franck Biya, c'est quoi? Il est quoi? Moi, Baola, je suis président du parti politique. J'ai mon CV ici, le voici. D'accord? Ça veut dire que si on me dit études académiques, vous avez fini où? Je brandis. Je suis pluraliste. D'accord? Je suis président d'une association de vente d'armes qui a un paramètre très important. Vous êtes président de l'association, mais... Écoutez, PCA, je vous dis. Je peux vous dire, je suis même dans ce qu'on appelle la socialisation. Il y a beaucoup de choses que je fais dans la vie.
D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on me posera la question, monsieur Baola, je vais dire quelque chose. Pourquoi vous me ramenez toujours un nom? Je veux dire, vous vous êtes attardé sur le dernier nom, mais j'ai cité d'autres noms. J'ai cité. Parce que quand vous dites président de l'Assemblée nationale, c'est une institution. D'accord. Bon, revenons. Grégoire, c'est une institution, ministre du Travail. Du travail et de la sécurité sociale. Bon, le reste, celui-là, il sort d'où? D'accord, revenons. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président de l'Assemblée nationale, puisque son nom a également été cité dans... Aujourd'hui ou hier? On était ensemble, souvent, il vous a dit qu'il était avec moi. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Vous avez bien fouillé. Hein? Quelles sont vos relations aujourd'hui? Nous avons de très bonnes relations et nous avons ce qu'on appelle des idées qui peuvent être contradictoires sur le plan politique. Ça n'a rien à voir avec... je vous rappelle que c'est un ami, c'est un parent. D'accord. Je le connais de près. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle... parce qu'il faut le dire, je le connais de près. Grégoire Auna. Grégoire Auna, c'est quelqu'un que je respecte, mais de loin. Parce que je l'ai connu à l'époque, il était à la presse avec nous. Il était directeur de publication d'un journal. Oui. Et à l'époque, avec Pius Diawé, un certain nombre de personnes, on pouvait avoir ce qu'on appelle des échanges. Mais maintenant, chacun a son statut, je respecte cela. Donc, le professeur Jacques Famdongo? Bon, le professeur Famdongo, je l'ai connu quand il était dans un journal catholique. Pourquoi quand je parle, vous me regardez toujours? Parce que je vous suis, monsieur Baola. Parce que je vous suis, monsieur Baola. Mais vous avez une fixation, vous vous dites, mais il dit ça, mais il était dans un journal catholique. Père à son homme... non, je ne mets pas en doute ce que vous dites. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a des illustres ministres de l'Église qui... Il y a deux... Monseigneur Jean Joie, disons que l'évêque Jean Joie, à l'époque, je vous l'ai dit, je l'ai connu là-bas. Après, c'était dans la presse. Il a travaillé avec un ami à moi, chez Sopecam. Après, je l'ai vu au cabinet. Et aujourd'hui? Aujourd'hui? Quelles sont vos relations aujourd'hui, à date? Je n'ai jamais été son ami. Nous avons partagé des us de famille. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il peut être proche de moi à travers une famille. Vous comprenez? Mais nous n'avons pas eu de relations d'amitié. Moi, je n'ai jamais été à la création des radios, ni porteur des sacs de ceux qui allaient créer des radios à minuit, à 2 heures du matin. Voilà. Alors, Georges Gilbert Baola, comment c'était? Vous nous avez dit tout à l'heure que même lorsque vous étiez en prison, vous étiez extrêmement gardé. Ouais. Comment se passe une journée typique en prison, quand on est à la prison de Kondengui? Comment ça se passe une journée? Ça dépend quand on se réveille à quelle heure? On fait quoi? Ça dépend de qui on est? Non, ça dépend de pourquoi on est. D'accord. En détention. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est un détourneur de deniers publics ne se compte pas comme un détenu de droit commun. Parce que moi, je sais que, bon, je mets dans ma tête, je dis, s'ils font trop de combines, ils ne peuvent pas me tenir ici plus de 2 ans. Donc, je regarde quand même les textes, je dis, mais le dispositif du code pénal dit ceci. Vous comprenez quoi? Bon, quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans de prison ne réfléchit pas comme toi. Parce que lui, c'est que c'est son aumônerie là-bas. Ce gars qui a poignardé 2-3 personnes, il a 3 mandats de dépôt, il ne regarde pas. Mais nous, tel est que nous sommes dans un même milieu, on partage la même cour, on partage les mêmes repas, on partage les mêmes locaux, mais la difficulté là-bas, c'est que la prison, en réalité, elle n'est pas mauvaise, structurellement pour une éducation. Mais elle est mauvaise parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent faire perdre la prison comme si eux, ils étaient les commandos. Et moi, j'ai remercié même les autorités là-bas pour leur dire merci pour l'encadrement. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont connues, les détentions du cannabis, d'un certain nombre de choses. C'est normal dans tous les univers carcéraux, hein, on peut trouver ça. La journée commençait pour moi, par exemple, quand je dis 5 heures du matin, je suis en prière. 6 heures moins, je commence à chevaucher. J'ai dit, bon, écoute, je vais aller jouer au tennis. C'est ma discipline sportive la plus aimée, c'est normal. Je me dis, bon, je vais jouer 5 fois la semaine. Les conditions sont difficiles. Pendant que vous jouez, il y a quelqu'un qui vous gêne, il y a quelqu'un qui passe. Mais c'est l'univers carcéral, ça, il faut gérer tout ça.
Bon, la plus difficile que j'ai trouvée là-bas, c'est pour les femmes. C'est pas bon quand une femme va en prison. Parce que c'est abstrait, c'est contraignant. Elle n'a pas les mêmes facilités qu'un homme qui peut sortir, aller à la cour d'honneur. Il y a toujours des tampions de ceci, de cela. Bon, il se pose vraiment un problème pour les femmes. Pour les jeunes aussi, ils ne sont pas des laissés pour compte. Ça, c'est faux. Il y a beaucoup d'aumôneries qui se constituent autour d'eux. Il y a des gens, des aides, des volontaires qui viennent, des associations qui viennent les assister, machin. Mais, sauf que beaucoup ne pensent même pas parfois sortir de là. Parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, ben j'ai rien à faire dehors. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé de difficile dans le fait d'être en prison? Tout était normal? C'était comme si vous étiez dans vos quartiers? Non, qu'est-ce que vous avez trouvé je veux dire, j'ai trouvé pour vous difficile. Je n'avais pas la... je vous le dis, hein, je ne pouvais pas manger mon caviar tranquillement. Moi, je mangeais du caviar là-bas. Vous mangez du caviar en prison? Caviar. Non, je le dis. Que les gens disent n'importe quoi, c'est ma vie. Je mangeais des tremplins. Vous savez comment je mange là-bas? Je mange des tremplins emballés qui viennent de Casino Paris. Donc en fait, la vie était normale pour vous. Pour moi, c'est normal. Vous n'avez rien trouvé de difficile dans le fait d'être en prison? Pourquoi je vous dis ça? C'est pour faire dire aux jeunes qu'il n'y a rien de nouveau dans la vie. Ce que vous allez faire aujourd'hui, d'autres ont fait ça avant. Vous n'épatez personne. La seule chose, c'est de bâtir notre pays. En fait, je n'ai pas encore eu de réponse à ma question. Qu'est-ce que vous avez trouvé de contraignant, de difficile pour vous, Georges Gilbert Marola? La contrainte pour moi, c'était de savoir que la presse a fait bouche cousue. La presse nationale. J'étais étonné, je n'entendais rien. Je croyais que tout le monde devait dire, oui, ce monsieur, quand il vient, il nous fait le buzz dans la télé, nous on va parler de lui, il faut le libérer. Oh, c'était comme si c'était une histoire. Non, mais je ne comprenais rien. Je me suis dit, ben dis donc, ils m'ont oublié alors. J'ai trouvé ça bizarre. Une presse morte. Alors, je me suis dit quelque chose. Est-ce que ce n'était pas un rachat de conscience? Est-ce que ce n'est pas une histoire qu'on explique parce qu'on est au même moment avec les autres? Vous comprenez à peu près? Et j'ai eu quand même l'auguste honneur d'avoir une seule télévision, je ne veux pas la citer ici pour ne pas faire sa publicité, qui me faisait, quand j'allais au parquet, je voyais la pub, j'étais content. Là, j'étais dit, mais alors, donc, on peut quand même dire que je suis détenu, même si on dit n'importe quoi. J'étais surpris. J'ai pas vu un seul journal. Hein. Il y a un jeune qui a écrit sur moi, je ne sais pas, où il est parti. Il faut que je lui fasse une décoration ou bien des cadeaux. Mais j'ai vu personne. Même pas à la rame. Personne ne parlait de moi. Apparemment, c'était une affaire dangereuse. Apparemment, c'était une affaire dangereuse. Il y avait, ici, quelqu'un parlait, il devait perdre ses amitiés, ses intérêts, machin. J'avais 75 plaintes, je suis un imposteur, le cabinet civil me portait plainte, le président de la République est très fâché. Non, c'est Chantal Biya qui m'a fait arrêter parce qu'elle n'aime pas voir ma tête. Ce n'est plus ça, non, je m'entends avec elle. Non, ce n'est plus ça, c'est Franck Biya, mais dis donc mon œil. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure qu'en prison, vous avez eu l'occasion de rencontrer plein d'autres prisonniers dans la grande cour. Qu'est-ce qu'il en est des détenus de l'opération Épervier? Est-ce que vous les avez rencontrés? Est-ce que vous avez échangé? Non, je ne change pas avec ceux dont j'ai aidé le système judiciaire à mettre là-bas. Comment? Comment vous voulez que je aille parler avec quelqu'un dont j'ai les dossiers? J'ai même dit là, juste que voici les dossiers. S'il y a 10 là-bas... Comment est-ce qu'ils vous ont traité justement? S'il y a 10 là-bas, pardon de vous avoir interrompu. S'il y a 10 là-bas, il y a 8 qui sont passés sur mon crayon. Moi, je ne cache pas ça. Je ne veux pas de leurs amitiés qu'ils en gardent pour eux, avec leur famille. Parce qu'ils ont mis en mal la République. Ils ont pillé les caisses de l'État. Et ce n'est pas normal. Regardez à quel niveau les Camerounais sont réduits aujourd'hui. C'est parce que c'est eux. Quelqu'un confond les caisses de l'État avec son épicerie. On se regarde de loin. L'univers carcéral, même quand tu trouves ton ennemi, hein, il est dans son coin. Et le rôle du geôlier, c'est de dire, bon, écoutez, il ne faut pas que vous fassiez des histoires parce que nous, nous sommes que des magasiniers. On garde des colis. Voilà un peu. Donc,
les échanges ne pouvaient pas être des échanges pour moi. Moi, déjà, j'étais très mal vu. On a dit que d'abord, à un moment, on a dit, c'est le président de la République qui m'a envoyé faire les enquêtes là-bas. C'est pour ça qu'on m'a mis là-bas. Après, on a dit non, on m'a envoyé là-bas parce qu'il y a certains partis politiques qui sont là-bas et leurs leaders et machin. Je ne vais pas les citer, pour moi, parce que c'est des entrepôts et non des entreprises. Bon, politique, je le précise. Voilà, donc, ce n'était plus ça. Je suis là-bas parce que ma famille est très fâchée. Je parle trop à la télé. Je dis des choses graves. Et puis, quand je dis des choses, je ne respecte pas les gens. Après, ce n'est plus ça. Et mon père, vraiment, il est en train de me laver le cerveau. Ça, j'ai suivi tout. Hein. J'ai suivi tout. Donc, en fait, il n'y a eu aucun incident entre ces personnes détenues dans le cadre de Non, l'opération non, Épervier? non, je n'ai pas eu d'incident. Bon, peut-être ils avaient quelques allégories contre moi. De la conspiration. Quand je passe, on dit, mais il est venu ici, dit que son père est président de la République. Bon, moi, je vous ai laissé là-bas, les gars. Vous allez bouffer. Hein. La route est longue. Hein. TCS, c'est pas facile. Alors justement, parlons d'un problème qui revient tout le temps lorsqu'on parle des prisons au Cameroun, la surpopulation carcérale. Est-ce que ça vous parle, vous qui revenez de Kondengui? Peut-être vous nous avez précisé que vos quartiers étaient à part, vous n'étiez pas, vous n'étiez pas, non. mélangés. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Au Kosovo, comme on dit, là où c'est la tourmente, c'est comme le Bas-Zaïre, c'est comme Harlem City. Hein? C'est pas la mort là-bas. Hein? Il y a aussi la belle vie là-bas, les gens vivent, les êtres humains vivent. Mais je crois que il faut reviser le système judiciaire camerounais. Moi, c'est ma façon de voir. Le système en entier. En entier. Parce que les détentions, parfois, sont plus arbitraires que évocantes. Parce que vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un pour une carte d'identité. Il a volé une chèvre. Il a volé 2 casiers. Il vient faire 3 mois, 4 mois en prison. Mais ça peut aller avec des peines pécuniaires. Hein? Encore que nous avons ce dispositif sur notre code pénal. Dans notre code pénal, je vous l'ai dit. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on peut s'entêter de garder des gens. Si on veut garder des gens, il faut que ça soit motivé, hein, des actes posés. Voilà, c'est un peu ça. Bon, vous pouvez vous retrouver facilement en prison parce que quelqu'un vous a fait une plainte. On dit diffamation. On fabrique une histoire dans... Bon, comment vous appelez vos histoires les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'étais là-bas. Hein. On dit que j'ai parlé. Et on est parti prendre une image. On est venu, on dit le corps du délit. C'est le corps du délit. Au Cameroun, le dispositif en ce qui concerne la cybercriminalité est en train de se mettre en place. Ça n'a rien à voir avec les faits qu'aujourd'hui les gens veulent remonter. L'antique est une entité d'État. Il n'y a aucun cabinet d'expertise en cybercriminalité ici, agréé auprès du tribunal. Vous comprenez? Il n'y a aucun cybercriminalité. Hein? Donc, comprenez? Donc, vous ne pouvez pas continuer comme ça, hein, à poser des actes et vous créez des lois en fonction des têtes. J'ai vu des célèbres ou un célèbre avocat venir me rappeler qu'il parlait de cybercriminalité, il est venu avec des pantins et des bouquins et la bouquinerie. J'ai dit, mais attends, c'est pas normal. Il ne faut pas poser des actes. Poser un problème en justice, je vous dis. Ok, vous dites que j'ai posé un acte. C'est la cybercriminalité. J'ai fait la publication cybernétique. Le corps du délit, rapportez-moi la preuve à travers une expertise. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il n'y a aucun cabinet puisque l'antique, ce que l'antique fait là, c'est de l'arbitraire. Vous ne pouvez pas être service, c'est comme la gendarmerie. Ne peut pas se substituer au même moment enquêteur, partie prenante de l'État et juge. C'est impossible. C'est impossible. Quand on dit qu'on t'attaque quelqu'un, qui est expert en cybercriminalité, qui a créé un cabinet ici pour dire que, bon, monsieur Baron, là, vous avez parlé tel jour, on a exploité, on a fait ceci. Il n'y en a pas. En gros, ce que vous dites, c'est que la justice camerounaise va mal. Non, elle va mal. Ça, je peux vous le rassurer. Il y a certaines personnes qui sont encore, qui ont la probité morale là-bas, mais je dis, c'est un disque dur qu'il faut nettoyer. La faute à qui si elle va mal?
Pardon? La faute à qui si la justice camerounaise va Oui, mais mal? elle va mal parce que les hommes, c'est pas Paul Biya. Si c'est là où vous voulez en venir, le Vous savez décret, qu'en Afrique, on dit le poisson pourri par la tête. oui, le décret aussi pourri par quoi? Par la feuille. Si vous trouvez qu'on ne peut pas travailler, vous démissionnez. Mais il y a bien une personne qui signe ces décrets. Alors, Je veux dire, qui est censée constater qu'en effet, ces personnes qu'il a nommées ne travaillent pas comme il faut. je veux bien. Autant on fait, autant on peut défaire. Donc, ça veut dire que pendant qu'on fait l'émission ici, votre patron vous dit arrêtez l'émission. C'est ça? Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans un État structuré où les us judiciaires, les droits et autres sont paraphés. Et dès lors que c'est paraphé, il faut respecter aussi les droits des autres. Ce n'est pas parce que vous avez posé un acte que vous n'avez pas le droit d'être jugé. C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'on croit que Paul Biya est devenu, en tant que président de la République, papa qui vient dire à son enfant, bon, comme tu n'as pas lavé les assiettes, je te mets dehors. C'est faux, c'est un État. Mais je vais dire, tu n'as pas lavé les assiettes aujourd'hui, tu n'as pas lavé les assiettes hier, tu n'as pas lavé les assiettes avant-hier. Je suis désolé. À un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé qu'on puisse s'apaisantir dessus. D'accord? Le décret ne définit pas la compétence. Le décret, retenez ça une fois pour toutes. J'entends les gens parler, dire des choses. Le décret ne définit pas la compétence. Est-ce qu'on ne devrait pas justement, nommer en fonction des compétences finalement? Oui, mais la méritocratie, elle existe. C'est de ça qu'il est question. Elle existe au Cameroun, mais elle est planifiée par les égaux qu'on dit souvent. Voilà. Il faut aussi qu'à l'Est, qu'on ait aussi 2 magistrats. Il faut qu'on ait les médecins. On appelle ça la planification post-régionale. C'est ça le Cameroun au XXIe siècle. Pendant qu'on parle de démocratie, les gens pensent. Regardez ce qu'est devenu aujourd'hui les examens. Le bac. Je vois des gens festoyer, mais prenez un élève. Vous lui dites que faites-moi le background d'une petite dictée. Vous allez comprendre que vraiment c'est bien. Pour ne pas dire que ça ne vaut rien. Oui, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Ça ne vaut rien. Vous parlez de l'éducation qui a un problème, vous parlez de la justice camerounaise qui a un problème. À un moment donné, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? La question c'est que depuis que le président de la République, Paul Biya, sans le défendre, combien de personnes ont occupé ces postes? Et combien de fois on a changé? Il a même fait ce qu'on appelle les interactions. Il te prend et te dit, bon, comme tu ne peux pas travailler au secrétariat général, bon, va travailler d'abord au ministère de l'administration territoriale. Peut-être là-bas, tu vas bien comprendre. Après, il dit non. Comme tu ne travailles même pas bien là, il faut que, je pense que si je t'envoie même comme diplomate, ça va aller, non? Ça ne marche jamais parce que les gens se servent et ne servent pas la République. Certains, ce n'est pas tout le monde. Je repose la question, est-ce que la faute ne revient pas à celui qui fait le casting? Non, je suis désolé. Ce n'est pas à celui qui fait le casting. C'est à celui à qui on a donné la responsabilité. Je ne suis pas venu en studio aujourd'hui en demandant à mon père que je vais à STV. Hein. Non, non, pas du tout. Je viens parce que je dois prester et j'ai été sollicité. Il faut que, d'une manière équivalente, que je puisse faire valoir mon CV, mes connaissances en tant qu'homme politique, et que je puisse être au plébiscite en 2025. Voilà ma définition. C'est pour ça que je suis ici. Mais si on m'invite, je dis, bon, vous savez, si une autre personne m'invite, je vous dis, je sais qui vous êtes et STV, c'est bien. Merci. Mais si c'était une histoire à la cagnotte, là, je voulais vous dire merci pour le coup de fil, au revoir. Alors, monsieur Georges Gibet, pendant que vous étiez justement détenu à la prison de Kondengui, il s'est tenu le grand dialogue national. Je vous ai écouté, vous disiez justement avoir participé à distance, avoir participé à la conception. Pas les écrits. Voilà, à la conception. J'ai les écrits. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment depuis la prison vous l'avez vécu, la tenue de ce dialogue? Comme un Camerounais intègre, j'ai compris que je ne bénéficie pas de ma liberté intégrale. Mais ça ne m'empêche pas d'intervenir en tant qu'acteur politique. Vous comprenez à peu près? C'est comme ça que je me dis, je fais une sémence, les archives sont restées, mais je continue
à pester, je démontre que je suis patriote. Est-ce que la conception a été bien faite? Sinon, qu'est-ce qui justifie que sensiblement 2 ans après la tenue de ce dialogue, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest perdure? Là, ça me permet de bien m'asseoir. Alors, il y a des petits malins qui parlent du nord-ouest et du sud et ne connaissent même pas de quoi il s'agit. Je voulais dire à mes frères et mes sœurs là-bas, il est temps que nous préservions la paix. Je suis le seul, et personne ne va le changer, avoir été dans le Lébialem et dans le Nosso. C'était quand? Oh, allez dans les archives, vous allez voir. Je veux dire, vous y étiez. Est-ce que vous pouvez repartir aujourd'hui dans le Libye Alem? J'ai vécu avec ces gens Kumba. pendant 2 ans. Ce dont on prétend. Quand je dis prétend, ce n'est pas tous qui sont de mauvaise foi. Ambazoniers et machin. Mais ces gars, il y a des gens qui sont là-bas innocemment. Hein? Oui. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils n'ont rien fait. Il y a d'autres qui ont posé des actes. Maintenant, il faut faire le choix. Qui a fait quoi? C'est ça la réalité. Quel est le ministre de la République qui est allé là-bas dans le Liban comme moi? Je vais vous donner même une information que vous n'avez pas. D'accord. Quand j'étais dans le Liban, j'ai rendu compte à qui de droit. Quand j'étais de retour. Encore que vous ne nous avez pas dit quand c'était exactement. Mais en 2019. En 2019. En 2019. Juste avant. Je vais vous dire, j'ai D'accord. été accompagné par les motorisés officiels. C'est passé. Donc on n'a pas eu l'occasion. Je vais vous envoyer ça dans votre téléphone. Je vais prendre ça. Vous n'avez pas vu ça? Non, j'étais accompagné normalement. Mais quand il fallait aller sur le terrain, rencontrer ceux qu'il fallait rencontrer, j'ai dit non, je me fais confiance. Je remets ma vie au bon Dieu. Je suis allé, je suis revenu. Alors, je suis surpris aujourd'hui que les gens veuillent se cacher derrière une certaine prestance. Dire que non, le problème du Nozo n'a pas de solution. C'est faux. Il y a la solution. Ce serait quoi la solution? La solution, c'est que tout le monde se met autour de la table et ceux qui ont prétendument déstabilisé le pays à travers le mécanisme que je vais appeler usuel, parce qu'ils sont des fonctionnaires de la République, ils occupent un certain nombre de postes stratégiques, qu'ils sachent qu'on les connaît. Hein. On vous connaît. Que tout le monde se mette autour de la table, un autre grand dialogue, c'est ce que vous dites? Non. Il y a d'abord eu un grand dialogue. Oui. Maintenant, il faut ce qu'on appelle la concrétisation. Moi, je vais appeler ça le dialogue du réalisme. C'est-à-dire, on dit, là, c'est pas bon, là, c'est bon. Là, c'est à jeter dans la poubelle. D'accord? Et que les gens cessent de vivre dans le clanisme. C'est-à-dire, les gens ont créé les clans, même dans leur village. Parce que toi, ton père était secrétaire d'administration, tu trouves que l'autre qui avait un parent paysan n'est rien. C'est ça qu'on vit aujourd'hui au Cameroun. J'ai parlé de la tribalisation il y a plus de 30 ans. J'ai fait des émissions à l'époque sur RTG France. Sur RTG France, je dis sur RTG France, pour dire aux gens, ce qui arrive là, au Cameroun, c'est pas bon. J'ai eu l'occasion de rencontrer Nelson Mandela. Je lui ai posé une question. Est-ce que cette histoire que je vois ici, ce n'est pas le même feuilleton qui va se passer chez nous? Parce que c'est le Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, c'est Dieu qui garde le Cameroun. Hein. Parce que les gens ont atteint un niveau d'animosité tel que ils n'aiment plus leur pays. Pourquoi? Parce que les gens se disent, il y a un papa Noël qui s'appelle Paul Biya, qui va rester un matin, il dit, bon allez, venez, toi tu as un problème de quoi? Bon, prends, bon, voilà un peu de sous. Paul Biya est d'abord citoyen avant d'être chef d'État. Nous lui avons donné un mandat ou des mandats pour gérer notre pays. Donc il ne peut pas se lever le matin, aller prendre l'argent dans les caisses de l'État et dire au trésorier, ramène-moi de l'argent là, allez donner à telle personne. Non, ça ne se passe pas. Mais il peut agir autrement pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Donnez-nous alors la proposition en dehors de la paternité qu'on sollicite de lui. Les gens proposent quoi? Vraiment, le président de la République, il faut qu'il fasse un effort. Les autres ne font pas les efforts, pourquoi? Je veux dire, on est dans un pays où le SMIC s'élève quand même à 36 000 francs CFA. Depuis Aïdjo.
C'était même moins. À 36 000, c'est la période du renouveau. Est-ce que, À Aïdjo, c'était 23 000. est-ce- Ça a commencé même à 19 000. Posez la question au président de l'Assemblée nationale, qui a été à l'époque questeur, avant d'être président de l'Assemblée, M. Cavaille. C'est un ami. Il va vous dire qu'il a vu une loi comme ça votée. Vous voyez seulement le tour du renouveau. Vous ne voyez pas le tour. Quand quelque chose commence, on ne dit pas là où ça commence. Non, peut-être on voit parce là qu'on où est à l'ère ça du continue. renouveau. Je veux dire, peut-être parce qu'on est à Donc l'ère du l'ère du renouveau. renouveau vient embellir tout. Quand quelqu'un meurt dans la famille d'Aïdjo, on doit envoyer un cercueil. On donne, on fait les funérailles, les obsèques, c'est ça, les obsèques officielles. Quand ce n'est pas ça, quelqu'un a un problème même à la clinique. On dit, le président de la République doit dire qu'il faut qu'on libère quelqu'un dans une clinique. Il est malade. Il est tombé malade parce que c'est humain. Qu'est-ce que le président va faire? Il va appeler le propriétaire de la clinique pour lui dire, libérer les gens. Mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce que ce que vous dites, c'est que parce qu'on questionne le SMIC en 2021, on devrait également le questionner, je ne sais pas, en 1960, ou en 1970, en 1980? Oui, mais les améliorations sont périodiques et générationnelles. Quand on commence une histoire, on la commence avant. Là où elle a commencé. Vous n'allez pas parler seulement de l'époque du renouveau. Il faut dire que non. Si je vous demande, Georges Gibet Baroula, qu'est-ce que vous pensez du fait que le SMIC au Cameroun s'élève à 36 270 francs, si j'ai bonne mémoire? Moi, je pense que le SMIC ne devrait pas être... Et peut-être même pouvait être même réévalué. Mais les acteurs même, le principe des acteurs, les citoyens font quoi pour que les conditions de leur vie soient améliorées? Voilà la réalité. Quand vous parlez de SMIC, les gens croient que c'est quelque chose de terrible, hein, que c'est seulement au ministère des Finances, c'est dans un cahier, c'est l'État qui propose. Non. Il faut s'organiser. Il y a la profession, il y a ce qu'on appelle pluraliste. Si c'est les Bensikina, si c'est les Bayam Selam, si c'est les ouvriers, si c'est les travailleurs, il faut s'organiser. Et aujourd'hui, le Cameroun a toutes ces lois. Nous avons un dispositif sur le plan juridique, mais personne n'ose poser le problème. Et quand il pose le problème, on lui dit, bon, viens manger un peu de fromage. Il dit, bon, merci, moi je suis plus avec eux, parce qu'ils c'est des fous, moi je suis le plus intelligent. Voilà la réalité. Le SMIC ne changera jamais. Même si vous changez de chef d'État, le chef d'État ne viendrait pas homologuer et dire aux gens, bon, bon, désormais, les dames de maison, bon, il faut qu'elles gagnent 500 000. Non. C'est un système qui est lié à l'action publique. Et l'action publique, c'est quoi? C'est le socle d'une nation. C'est pour ça que nous avons des US, une institution avec des services étatiques qui les accompagnent. Parlons justement des conditions de vie et même des conditions de travail de certains Camerounais. Je suis certaine que vous êtes au courant de ce scandale, entre guillemets, qu'il y a eu dans les plantations de la PHP en Djombe-Pendia, où un jeune insatisfait A envoyé le Facebook. Il a fait Facebook. Il a dit que, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, que le système était mauvais ou bien je ne sais pas quoi. En gros, oui, ouais. Effectivement, il remettait en question le système avec des mots propres à lui. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire-là? Moi, je vais vous dire quelque chose, sincèrement. Je crois que ce n'était pas un ras-le-bol. Il s'est exprimé dans l'ignorance. Et la République devra aussi tenir compte de ça. Il y a des gens qui posent des actes qui ne savent pas ce qu'ils font. Dans une furia, il pose un acte, il s'est dit, bon, moi aussi j'ai Facebook, je veux parler. Bon, il ne mesure pas la portée. Maintenant, si c'est une interpellation de restructuration mentale, je crois qu'il a fait le temps qu'il faut. D'accord, on ne va pas en faire tout un baba là-dessus. C'est un jeune qui a fait un emploi de troisième ordre. Ça veut dire qu'il travaille dans un champ. D'accord? Moi, je trouve que c'est un peu dur. Mais la loi, malheureusement, mais je dis, si c'est pédagogique. Qu'est-ce que vous pensez du fait Voilà. qu'on n'ait pas beaucoup entendu le ministère du Travail sur cette question-là? Il y a celui juridique là-bas, non? Du contentieux, non? Bon, quand on veut médailler les gens au port autonome, on veut donner au JICAM les diplômes de mérite d'homme d'affaires, on peut le faire. On peut aller dans un média
d'un ami, aller dire aux gens, vous travaillez bien. Le ministre travaille en fonction de la taille et des us professionnels. Donc, s'il ne sait pas prononcer, il sait pourquoi. Et j'espère que sa cellule juridique a pensé que c'était quand même un travailleur de troisième ordre. Parce que même lui, le ministre, est un travailleur de premier ordre. C'est ça le vrai problème. Donc, il va falloir mettre la main dans la pâte pour dire non, ça peut m'arriver. Cet enfant, s'il est en prison, je ne sais pas s'il est encore là-bas, il faut le libérer. Ça perd du temps aux gens. On a beaucoup à faire que ça. Donc, il a posé un acte, il a été détenu pendant une période, c'est éducatif, on lui dit, monsieur, il y a des choses qu'on ne fait pas, on n'insulte pas les gens à travers son téléphone, c'est pas bien parce qu'il y a un dispositif qui est là, bon, terminé. Qu'est-ce que vous pensez vous pensez des relations entre les autorités camerounaises et les multinationales présentes au Cameroun? Qu'est-ce qu'on appelle le multinational? Comme Parce que la PHP, quand même, c'est une société étrangère qui a un bon capital, qui est au Cameroun. Oui, mais attendez, vous pensez qu'en France, il n'y a pas des gueux? Je suis souvent des choses terribles ici. Le mensonge que les gens viennent raconter là, nous tous on connaît l'Europe là. Il y a encore la clandestinité à l'Europe. Il y a des gens qui n'ont même pas là où dormir, ils dorment sous les babas. Est-ce que vous ignorez ça? Ils vivent moins que les gens qui sont ici. Mais il y a des jeunes enfants qui vivent dans la rue qui sont mieux. Parce que eux, quand je passe, je peux lui donner 100 francs. Hein. Il y a des gens qui, à l'aune de son âge, à sa vieillesse, il n'arrive même pas à avoir sa pension. Il fait le pli devant une boutique. Pourquoi les gens parlent comme si, quand tu arrives en France, tout le monde est bien, chacun rentre dans le métro pour rien, on va à l'hôpital gratuitement, c'est des conneries. Il y a des gueux, il y a des quartiers qui sont plus que la briqueterie en France. Plus que Mokolo, plus que, comment vous appelez, Kouloudoun. Et pourquoi les gens entrent dans une histoire, il faut regarder le fond. Et tant que les hommes sont vivants et la population, ça quoi, il y aura des problèmes. Maintenant, il faut trouver des solutions. Et le gouvernement est organisé pour l'action collective de l'État. Le gouvernement n'a que la parcimonie politique pendant une période. Et ce mandat a ce qu'on appelle une rhétorique qui a une fin. Puisque vous parlez du gouvernement, si je vous dis rapport de la Chambre des comptes qui a récemment fuité sur les réseaux sociaux, présentant des malversations financières dans la gestion du Covid-19 au Cameroun, qu'est-ce que vous me dites? D'abord, j'ai expliqué ça la dernière fois, je vous dis. Il y a un dispositif, la mise en forme du budget, la liquidation des factures et les marchés et les dotations des marchés. S'il y a des accointances, les fournisseurs sont en premier les auteurs à interpeller. Parce que quand tu viens vendre un masque de 2000 à 12 500, tu l'as surfacturé. Toi, tu te dis que tu es où là? Le gars qui te donne le marché, il te donne un marché de 20 milliards et il te demande 400 millions. Toi, tu trouves ça normal? Ça veut dire que lui n'a pas besoin d'argent. En fait, c'est le gars qui donne le marché qui est, je veux dire quoi, responsable entre guillemets. Il est mandataire. Voilà, qui est mandaté par le chef de l'État. Oui. Je veux dire que c'est lui qui a une responsabilité première. Oui, la responsabilité, ça veut dire qu'il est ce qu'on appelle un chef de département ministériel qui a un mandat de gérer un budget, c'est vrai, mais ceux qui usent de cette roublardise, c'est les fournisseurs. Parce que depuis qu'on parlait là. Donc, on frappe sur les doigts des fournisseurs avant de frapper sur les doigts de ceux qui passent les marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur qui a surfacturé, celui qui est l'ordonnateur du crédit, qui est mis à sa disposition, celui qui a validé la facture parce qu'il y a le service de contrôle financier, il faut le prendre parce que lui-même, il est dans la chaîne. Maintenant, la maison qui a produit la facture, parce qu'il y a, quand le gars vient vendre le masque à 12 000, il est allé acheter ça, prenons en Belgique ou bien en Afrique du Sud. Si cette maison-là a accepté de dire, oui, nous reconnaissons qu'on lui a vendu ça à 12 000, mais lui vend à 12 500,
il faut poursuivre. Il y a les tribunaux, il y a des assises partout. Donc, maintenant, le problème, c'est quoi? L'urgence que nous avons, c'est d'interpeller les mandataires, c'est-à-dire les ordonnateurs de crédit, les fournisseurs, les contrôleurs financiers, qui jouent le rôle d'auditeur comptable. Hein? Et je vous l'ai dit, s'il y a des complicités, parce qu'il n'y a pas de bon recel. Vous ne pouvez pas recevoir 3 masques et vous dites que vous avez reçu 15 masques. Parce que même ceux qui sont dans les régions là, parce que vous êtes chef de département, pardon, vous êtes représentant régional du ministre de la Santé, vous recevez 12 masques. Vous dites que non. J'ai reçu 27 masques. Ça veut dire que vous-même vous êtes dedans. Et qu'est-ce que vous pensez du fait que cette question n'ait pas été abordée à l'Assemblée nationale? Je précise que la presse a eu vent de ce que une séance plénière spéciale était censée être organisée le 25 juin. D'ailleurs, il y a le programme de l'Assemblée nationale qui a fuité, et où le rapport annuel et le rapport d'audit du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales par la Chambre des comptes devaient être présentés aux députés. La séance plénière a été annulée, sans grande explication donnée aux députés, qui pensent d'ailleurs que l'ordre viendrait de la présidence de la République. Vous savez ce qui m'amuse dans tout ça? On dit toujours l'ordre vient de la présidence de la République. Il y a ce qu'on appelle des commissions, des chambres de commission et d'homologation dans la chambre sénatoriale et législative. Ces commissions ont le droit de se saisir d'une information et la traiter comme telle. Au besoin, saisir une certaine expertise s'il le faut. Dans le cas, par exemple, du Covid-19. Alors, si cette chambre évoque et que relativement, il y a ce qu'on appelle une lettre de contestation qui dit « Nous soulevons ceci pour dire cette enquête pour nous est bâclée. Il faut la revoir parce qu'on n'a pas, par exemple, saisi l'auditeur comptable que j'appelle le contrôleur financier qui est dans la chaîne de cette roublardise ou bien de ce détournement-là. C'est normal. Le chef d'État n'a pas besoin d'écrire une lettre ou appeler quelqu'un au téléphone que bon, ok, monsieur le secrétaire général, appelez là-bas, vous dites que vous avez arrêté, c'est faux. C'est faux. Il y a un dispositif juridique. Mais comment est-ce que vous analysez le fait que ça n'ait pas fait l'objet dans le débat de discussion à l'Assemblée nationale? Pourquoi vous voulez la discussion pendant que les gens ne sont pas encore passés aux aveux? Il y a des ministres qui ont été... Pourquoi on n'a pas dit dans votre télévision qu'il y a un ministre qu'on a entendu beaucoup ces jours-ci? Il est le ministre des Finances. Pourquoi on n'a pas dit ça? Vous me regardez toujours quand je parle. Hein? Vous me regardez toujours. Mais vous ne dites pas ça. Pendant que le travail se fait, il y a la Chambre des comptes a fait son travail. En ce moment-ci, le premier magistrat a dit, je veux voir clair là-dedans. Que les gens montrent qu'ils descendent, ils vont répondre. Vous trouvez qu'un ministre de la Santé arrive après 3 mois, s'achète 3 villas prétendument. Je me réserve. Fait des festins des réseaux sociaux. Et vous estimez que c'est un pays sérieux? C'est un pays sérieux, ça? Et vous demandez que le président de la République doit retourner les vestes des gens tout le temps. Pendant qu'on est en train de parler, ça n'empêche pas que les gens posent des actes. On n'a pas fini de payer vos factures au Mont-Fébé. Vous achetez déjà les maisons au quartier. Et pas à un franc. Même pas par voie de crédit. Et je vois les gens écrire des gombos, comme quand j'étais dans la presse. Bon, on va laver le ministre. Vous allez laver quoi qui est lavable là? C'est pas lavable. C'est des choses visibles que tout le monde voit. Alors, nous ne pouvons pas affronter la vérité parce que simplement, oui, il y a telle personne. J'entends même des gens, oui, vous savez, la première dame, elle a apporté la preuve. Chantal Bianet n'est pas là-dedans. C'est des histoires. Je vous le dis, j'ai l'autorité de le dire. Il n'est pas là-dedans, elle n'est pas là-dedans. Vous savez ce qu'on appelle un chef d'État?
Parce que les gens bavardent souvent beaucoup à la télé là. Oh, et le chef d'État, il attend que le ministre des Finances lui envoie l'argent. Vous savez ce qu'on appelle la signature d'un accord de projet? Même seulement, mais qui? Si c'est les bacs-chiches que vous voulez entendre là. Vous pensez que le chef d'État attend que le budget qui a été voté, et il attend que le ministre... Bon, ok, monsieur le ministre, attend que quand vous allez aller, il faut penser à moi. Mais c'est des histoires. C'est des histoires. Et pendant qu'on parle, Georges Gilbert Banla, une grande partie de la population camerounaise n'a toujours pas accès aux soins par manque de moyens. Aux soins de santé par manque de moyens financiers. Ça vous inspire quoi? Financier, bien entendu. Bon, ok. L'hôpital général à Douala n'existe pas. L'hôpital général à Douala à Yaoundé n'existe pas. Est-ce que vous savez comment on finance même ces institutions? Ce sont des banques extérieures. Là, le Cameroun n'a pas l'argent au trésor public qu'ils ont gardé sur le terrain. Le Cameroun a un compte qu'on appelle le compte de numérisation financière, qui est à la BEAC. C'est pour cela que nous sommes associatifs à ce mouvement. Chaque matin, le billetage est fait en fonction de la demande et l'état des lieux du trésor public. Je suis supplié. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Georges Gilbert Banla, qui dit, vous dites d'ailleurs qu'en 2025, vous serez candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça suscite en vous comme commentaire de savoir qu'une bonne partie de la population camerounaise ne peut pas avoir à des soins de qualité par manque de moyens financiers? Ok, d'accord. Je pense qu'il faut revaloriser le secteur du ministère de la Santé, ou bien de la santé en général, mais je pense aussi qu'il faut que les citoyens se prennent aussi en charge. Vous savez, quand un État n'est pas organisé, c'est nous tous qui payons le prix. Moi, je ne peux pas venir dire, je serai chef d'État, je vais vous donner les soins gratuitement. Il faut qu'on trouve de l'argent quelque part. Il faut que chacun, à son niveau, soit prélevé. Parce que c'est la contribution de tout ce qui fait l'investissement. Maintenant, il y a une certaine expertise. Voilà. Allez-y. Il y a une certaine expertise, hein, et cette expertise qui est faite est certaine. Parce que le problème se trouve au niveau de l'animation sociopolitique. Quand les Camerounais vont se reconnaître tous mêlés dans la politique de leur pays, le pays va marcher. D'accord. Alors, pour sortir rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Au sortir de l'élection présidentielle de 2018, on a constaté le positionnement de certains partis relativement jeunes. Alors, je vais vous citer les quatre premiers, hein, partis, appareils politiques et leaders. Et rapidement, vous allez me dire ce que vous pensez et de l'appareil et du leader. Alors, RDPC et Paul Biya. Oui, mais Paul Biya avec ses partenaires. Avec ses partenaires, oui. Qu'est-ce que vous pensez du RDPC? Mais ils font leur temps. Ils font leur temps, et puis, bon, nous attendons leur bilan. C'est tout. Paul Biya? C'est pas Paul Biya, c'est le président de la République, président national du parti, qui donne onction la politique de l'entreprise qu'on appelle RDPC. RDPC n'est pas une institution étatique. D'accord. MRC et Maurice Kamto? Donc, c'est une histoire du village. C'est une histoire du village. Les gens pensent qu'ils sont dans leur village, dans une association du village, et ils font le village. Voilà. Parce que, moi, j'ai laissé les gens ici. Il y a 10 prisonniers en prison là-bas. Il y a 9 qui sont d'un village. Moi, je ne veux pas prononcer le nom de ce village. C'est le village. Tout le monde, oui, bon, ok, je m'appelle tel. Voilà, c'est tout. C'est la classification. On appelle ça la tontine du village. Mais il y a quand même, il y a des militants du MRC qui... Les militants du village, je vous dis que les militants du village, c'est Facebook, les militants de Facebook. Mais il y a des militants du MRC qui ne sont pas Je suis tout cuit. C'est parce que l'émission est en train de finir. D'accord. Je ne sais pas s'ils ont fait ça exprès, parce que je ne comprends pas votre histoire de MRC là. Donnez-moi seulement dans un quartier là où il y a 100 personnes qui ont une carte de MRC. Indiquez-moi. Avec le nom, ça dit, chacun vient, il dit, voilà ma carte de MRC. Il n'y en a pas. C'est un mouvement de... Attends,
Il y a quelqu'un qui faisait souvent, il donnait les bonbons souvent aux enfants à l'école là. Il y avait quelqu'un. Oui, oui. Il y avait celui. Je crois que c'est ça qu'ils font. C'est des histoires. Mais ils étaient quand même deuxième à l'élection présidentielle. Moi, j'ai fait 24 mois de prison en tant que leader. Je suis allé en prison 3 fois pour la prison. Mais quelqu'un va y faire 9 mois, il pleure. Mais je veux dire, le MRC était quand même. Le Il président du fait MRC était quand même il pleure deuxième plus que tout le monde. lors de la deuxième élection Hein? présidentielle. Il était quand même deuxième. Avec quelle moyenne? Je veux dire, on a eu le premier. Avec quelle moyenne? On a eu le deuxième. L'autre vient avec 60 combien de 18 de machin. Toi, tu as 3%. C'est quelle qualité ça? PCRN, Univers, Cabral Libi. Vous savez, madame, vraiment, si vous voulez une autre question à me poser, vous me posez. Parce que vraiment, si c'est Cabral Libi, si c'est Caporal Libi, moi, je ne sais pas ce que vous dites là. Il était quand même troisième. Quoi? Troisième lors de la dernière élection Oui, présidentielle. ça se voit, non? Ça se voit maintenant. Tout, on voit les troisièmes là. Vous savez pourquoi est-ce que les partis comme ça, c'est parce que le RDPC a eu pitié d'eux. Pour leur dire, bon, comme vous n'existez pas, bon, prenez quand même. Vous avez été une fois à ma tombe? Mais là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui paye 200 francs de comptoir. On te donne des coins là où tu ne peux même pas avoir, même, comme on dit souvent, même les gars qui font l'huile de palme là ne peuvent pas contribuer. Ça veut dire quoi? Il faut légitimer la démocratie. On dit, bon, ok, comme le RDPC occupe tout cet espace. D'accord? On dit, bon, on va vous donner 1% pour que ça ressemble à quelque chose. On ne le dit pas, hein? On laisse même sciemment. On dit que donner, pardon, donner. SDF. Bon, et on va dire. Le SDF de... Non, on va dire SDF et Joshua aussi parce que c'est le candidat qui était. Non, le candidat SDF, que le SDF. j'ai vu rencontrer John Fundi à l'époque. Talinkon, c'était vraiment un leader. Hein. Disons Joshua aussi, vraiment puisque un c'est leader. lui qui était à l'élection présidentielle. C'est lui que le SDF a porté comme Avec candidat. 1%. Il a eu 1%. Hein. Vraiment, si vous parlez des choses comme ça, madame, je voulais présenter mon CV. Justement, parce que s'il y a une minute... Est-ce qu'il y a un parti politique de l'opposition qui a votre respect, on va dire ça comme ça? Oui, c'est le RDPC. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai dit de l'opposition. J'ai dit d'opposition. De l'opposition? Oui. Pour le moment, je peux vous rassurer que je cherche, mais je ne vois pas. Et ce n'est pas par la mauvaise foi. Hein. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Je peux démontrer ça par A public que ce n'est pas normal. C'est des gens qui font le festival de non-occupation de l'espace politique. Parce que tu ne peux pas venir avoir 1%, 3%. Et tu dis que tu avais réuni 11 millions de votants. Vous-même les journalistes, quel rôle vous jouez même? Quelqu'un vient et vous dit, j'ai 11 millions de personnes qu'on a déjà réunies. Le jour du vote, toi tu as dans les 1%, 2%. Vous êtes contradictoire dans tout ce que vous dites. Je suis un parti qui est reconnu partout. On ne te reconnaît même pas au niveau de Mvombi. Mvombi à Yaoundé, ça veut dire qu'il y a un bureau de vote, on ne te voit pas là-bas. Mais dans Facebook, on te reconnaît. Et justement, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du RDPC sans Paul Biya? Non, je ne peux pas. L'après Paul Biya au RDPC. Il n'y aura pas d'éclat. Le RDPC va continuer. Vous savez pourquoi? Le RDPC est malin. Ce n'est que le parti républicain qui viendra faire partie du RDPC du pouvoir. Parce que je connais leur stratégie. Ils font semblant de ne pas être ensemble, ils sont ensemble. Et l'avenir du Cameroun, l'après Paul Biya? L'après Paul Biya, c'est le parti républicain qui va mettre les choses en bon état, tout en respectant l'expertise de celui qui a été là. Vous voulez nous dire quelque chose sur votre... Allez-y, pour je voulais bien dire aux gens, oui. Notez une fois pour toutes. J'ai un bac C, lycée Leclerc, en 1979. Donc quand je parle, ne me posez plus les questions. Une licence en sciences politiques, Université de Strasbourg. Parce que pas pour Strasbourg que vous parlez là. Moi, je ne parle pas beaucoup. 82, une licence en sociologie. En 82, en 83, une maîtrise en sociologie. C'est pour ça que je suis très informé de beaucoup de choses sur le plan social. Je suis un diplômé de l'école pratique de haute série scientifique politique. Je n'ai même pas fait la politique parce que je suis... Il y a des gens qui disent, je connais Baon là, vous me connaissez où? Vous me connaissez où? Bon, est-ce que vous saviez avant que j'étais le fils du chef d'État alors? Bon, donc ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. J'ai un doctorat du 3e cycle en sciences politiques. Mention très bien, Université de Liège, Belgique. Les gens vont me dire, tu avais fait ça où? Moi j'ai parlé, j'ai
j'ai cité des gens, des aînés comme Hollande. Quand le président Hollande est venu ici, comme vous n'êtes pas au courant, moi, je suis allé faire le pied de cul. Je l'ai vu, vous l'avez vu aussi. Vous l'avez vu. Les gens aiment se vanter, dire non, vraiment, ils sont trop forts. Non, on le connaît, on était nulle part avec moi. Et concrètement, vos diplômes dans la réalité, si on vous oppose les diplômes en face, mais dans la réalité, concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Non, je vous l'ai dit, c'est pour moi une formation personnelle. C'est une science infuse qui incombe à ma personne. Je dois travailler pour la République et je vous l'ai dit à tous les jeunes, je maîtrise. Suivez-nous. Pour la campagne 2025, nous allons aller à étudier. Qu'est-ce qu'on peut justement vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au sorti de cette émission? Oui, je ne sais pas, parce que c'est vous qui avez le choix. Si vous me souhaitez bon vent pour que je gagne les élections 2025, d'abord STV sera de la campagne, pas sans magouille, hein, sans magouille. Mais nous avons, je vous l'ai dit, nous avons les moyens que nous avons réunis, tant sur le plan pécunier et tout. Nous, on ne va pas aller avec 30 millions, on va avec 4 milliards et demi. Bien travaillé. Nous n'avons pas pris ça dans le trésor public. On n'a pas besoin de ça. 2013 à maintenant, on a pu réunir. Et je voulais dire aux militants du Parti républicain, ceux de la diaspora et ceux du Cameroun et partout dans le monde, merci pour tout le soutien que vous apportez pour que le pays soit préservé. Et je voulais vous dire, ils sont en train de protéger le chef de l'État. Les militants du Parti républicain, personne ne vous dit ça. Parce que tout le monde ne dit jamais que quand on l'a fait quelque chose. Merci. Je voulais dire bonjour aussi au couple présidentiel qui a bien suivi cette émission. Ils ont suivi. Merci Georges Gilbert Barola d'avoir accepté notre invitation. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Entretien avec. En l'absence d'Oriane Danquin, je suis Léla Reine-Danzeux, je la remplace. Elle reprendra rapidement ses quartiers sur ce fauteuil rouge dès lors qu'elle revient de son congé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision. Bonsoir.